Alors la Turquie est présente dans l'aventure européenne depuis plusieurs décennies, comme vous l'avez évoqué dans votre conférence. Aujourd'hui, l'adhésion à l'Union européenne est quelque peu bloquée. Est-ce que dans ce contexte, la Turquie peut encore être un acteur de la construction européenne ? Je souhaiterais tout d'abord remercier le président fondateur, M. Christian Pierret, et Madame la présidente, Madame Mireille Delmas-Marty. Je suis très content d'être ici. J'admire le site internet du festival. J'ai essayé de jeter un coup d'œil tous les jours. Aujourd'hui, mon message, c'était un message sur le projet européen, sur l'essence du projet européen et le projet européen dans un sens général. L'Union européenne, oui, nous sommes peut-être parmi les premiers pays dits avoir manifesté leur détermination pour joindre cette Europe des six à l'époque. En 1959, le gouvernement déjà manifeste son intérêt. En 1963, l'accord d'association est signé. C'est un accord de première génération. En 1987, une demande officielle, alors que ce n'était pas peut-être nécessaire, parce que l'accord d'association était déjà un accord qui prévoyait comme finalité l'adhésion, et la demande officielle se fait en 1987. Les négociations s'ouvrent en 2005. C'est une longue route sinueuse, difficile, mais je pense que, et je me suis référé à Jean Monnet, il ne faut jamais être pessimiste ni optimiste, il faut être déterminé. Je crois que le message aujourd'hui que j'ai essayé de donner à ce festival, c'est un message qui est un message qui a confiance en l'avenir de l'Europe. Si l'Union européenne aujourd'hui ne traduisait plus le message des pères fondateurs, ce n'est pas l'Union européenne qui serait porteuse du message européen. En 2004 ou 2005, souvenez-vous de cette photographie à Rome, lorsque le traité sur la Constitution européenne a été signé. Il y avait deux personnes qui étaient présentes. Qui étaient ces deux personnes ? Le Premier ministre Erdogan et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Gül, qui est notre président actuel. Nous avons participé à tous les efforts de la construction européenne, y compris bien des efforts de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous sommes pour une Europe forte, nous sommes pour que l'Europe puisse se ressaisir et qu'on puisse refaire un nouveau commencement pour un avenir meilleur. Et je ne peux que me réjouir si l'Union européenne porte ce message important. Nous sommes maintenant en négociation. Il est vrai, il y a beaucoup de difficultés, mais nous avons toujours placé la barre plus haute parce que nous avons une pleine conviction. Et si nous avons placé la barre plus haute, ce n'est pas parce que nous souhaitons adhérer à l'Union européenne, c'est parce que nous pensons que nos citoyens, notre pays méritent le meilleur. Mais ce n'est pas seulement de l'Union européenne ni des valeurs européennes qu'il faut parler. Je pense que ce terme de valeurs européennes est assez erroné parce que les valeurs comme les droits de l'homme, l'état de droit et la démocratie sont des valeurs universelles. Et c'est pour ça que la Turquie, dans sa politique extérieure, très active dans des situations de conflit comme en Syrie, où on voit un régime avec tant de... comment dire, je ne trouve plus les mots pour exprimer la violence et la désaffection par rapport à son propre peuple. Je crois que le message de la Turquie, c'est un message d'avenir. Je crois que c'est un message qui est à la proximité des peuples, aux régions en attente d'Europe, je l'ai dit. Mais cette Europe ne doit pas se faire trop attendre, parce que ce message a été toujours porteur dans d'autres régions. Les valeurs de l'Europe ne sont pas toujours défendues en Europe. L'Europe elle-même vient d'une origine très multiple que j'ai essayé de parcourir pendant toute cette conférence. Et je suis vraiment très touché par cette invitation et aussi par des paroles de Madame Mireille Delmas-Marty à la fin de la conférence qui résumait, je crois, très bien cette philosophie plurielle de l'Europe que moi-même j'ai essayé
de traduire au festival d'aujourd'hui. C'est une question sur le prix Nobel de la paix qui vient d'être attribué à l'Union européenne. Et la Turquie, dans tout ça, quel rôle a-t-elle justement dans la construction de la paix régionale déjà et dans la paix mondiale? Oui, je pense que la vision que l'Europe aujourd'hui peut-être a du mal à traduire, et c'est peut-être un encouragement pour renforcer cet enthousiasme pour le projet européen que ce prix Nobel de la paix peut signifier aujourd'hui, parce que toute l'histoire de la construction européenne, autour de l'Union européenne aussi, cette intégration européenne, c'est un projet réussi. Il faut, quand on regarde la crise et la crise des valeurs, on oublie ce qui a été achevé. Je crois qu'il faut se rappeler des grands efforts des pères fondateurs. La Turquie, dans tout ça, la Turquie est un pays qui a eu, dès le début, une ferme conviction pour une Europe forte, une Europe. Notre choix n'était pas une Europe de coopération, mais d'intégration. Et je crois que ce choix n'a pas été tous ceux qui, au début, sont restés à l'écart du projet européen. La Turquie a fait ce choix. Nous n'en sommes pas encore membres, mais ce choix de partager la souveraineté, ce choix intégrationniste, c'était un choix, et c'est un choix qui reste celui de la Turquie. C'est pour ça que je me suis référé à la signature par la Turquie comme pays observateur du traité sur la Constitution européenne qui a été en France et aux Pays-Bas rejeté au référendum. Je crois que tous les choix doivent être respectés. Mais le choix de la Turquie, oui, aujourd'hui il y a beaucoup de frustration. Oui, quand vous êtes pendant 50 ans parfois écarté alors que vous pensez que les critères parfois ne sont pas tout à fait ceux qui ont été avec enthousiasme pris en compte dans plusieurs élargissements. Mais je crois que là n'est pas le message. Le message est le message prometteur, le message d'avenir. Et je crois que la Turquie traduit bien aujourd'hui, aussi dans sa dynamique d'intégration avec l'Union européenne, mais aussi dans sa dynamique d'action parfois concertée avec l'après-Lisbonne du projet européen. Plusieurs exemples peuvent être donnés, mais je crois que prenons le printemps arabe, l'éveil arabe. Le premier ministre des Affaires étrangères a visité la Tunisie avec le secrétaire général du Conseil de l'Europe, c'était le ministre turc. Et quand la politique de voisinage a été mise sur pied autour du printemps arabe, c'était également lors de la présidence du comité des ministres par la Turquie. Et quand on parle du Pakistan et de l'Afghanistan, de l'Iran, il y a une convergence d'efforts et la Turquie est un acteur qui est à la proximité. C'est pour ça que je me suis référé au principe de subsidiarité, parce que qui fait quoi ? C'est la question à laquelle nous devons répondre en toute intelligence et en pleine connaissance des causes de la complémentarité, mais cette complémentarité dans un message fort pour l'avenir du projet européen.